Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir de la nouvelle matière. Depuis plusieurs cours, on parle du mouvement du mouvement vertical, excuse-moi, des objets. On a parlé de la chute libre, d'un mouvement avec une vitesse initiale. Bien, aujourd'hui, on va commencer à parler du mouvement horizontal et aussi d'un projectile qui est lancé horizontalement et qui va avoir les deux types de mouvements. Quand tu lances une balle, ta balle va pas seulement avoir un mouvement vertical ou seulement avoir un mouvement horizontal, elle va avoir les deux composantes. Ce qui fait que ta balle va s'en aller horizontalement et qu'elle va retomber peu à peu. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste pour faire un petit retour, j'ai marqué ici en haut, là, je suis à la page 12 de tes notes de cours, j'ai marqué mouvement vertical pour te rappeler que dans un mouvement vertical, il y a de la gravité qui vient agir. La gravité est une accélération, ce qui fait qu'on est en cas de MRUA quand on a un projectile qui va tomber avec la composante verticale. Par contre, quand on a un mouvement horizontal, le mouvement horizontal, il a une vitesse constante. Vitesse constante, ce qui veut dire qu'on va plutôt être en situation de MRU. Donc, mon mouvement rectiligne uniforme, qui veut dire que ma vitesse est constante et qu'il n'y a pas d'accélération. La vitesse serait tout le temps la même. Donc, on a déjà vu qu'on n'utilisait pas les mêmes formules dans une situation que dans l'autre. Ce qui fait que dans l'exemple qu'on a juste en bas, on dit on lance horizontalement un projectile à 25 mètres par seconde. Quelle distance parcourra-t-il après une seconde sur Terre et sans air? Alors, nous avons une vitesse de 25 mètres par seconde. Nous avons un temps de 1 seconde. Et comme il s'agit d'un mouvement horizontal, il n'y aura pas d'accélération, donc on va être dans un cas de MRU. Et la formule qui s'applique dans le cas de MRU, c'est la formule qui est ici. Donc, la vitesse qui est égale au déplacement divisé par delta t. Donc, ce qu'on connaît, quand on vient voir nos variables sur le côté, on connaît la vitesse qui est de 25,00 mètres par seconde. On connaît le temps, 1,00 secondes. On peut donc aller remplacer nos variables connues dans la formule. Donc, 25 mètres par seconde est égal à delta x. Et en passant, j'ai oublié de mettre mon petit point d'interrogation, mais c'est ce que je cherche. Divisé par 1,00 secondes. Donc, je m'en viens isoler mon déplacement et ça va finalement me donner un déplacement de... Excusez-moi d'avoir oublié mes signes. Quand on n'en parle pas de la vitesse, dans quel sens elle est, on assume qu'elle est positive à ce moment-là. Donc, si la vitesse est de 25 vers la droite, mon déplacement sera aussi de 25 mètres vers la droite. Au point de vue du dessin, là, j'aurais juste pu m'identifier, ça bouge de ce côté-là. Donc, effectivement, ça m'aurait fait penser à ce moment-là à mettre mon signe pour la vitesse. Donc, c'est relativement simple. Hein? On voit là, après les gros problèmes qu'on vient de faire, quand on a un mouvement uniquement horizontal, c'est facile. Par contre, ce qui va être plus intéressant pour nous, ça va être plutôt d'aller voir la combinaison du mouvement horizontal et vertical ensemble. Alors, pour faire ça, on va juste se rappeler un petit peu quelques notions. Alors, quand on nous parle de mouvement horizontal, on va donc être dans un cas de MRU. Le projectile, il va avoir, le déplacement est causé par le mouvement initial du projectile. Il va donc avoir une vitesse et sa vitesse va être horizontale. Il n'y a aucune raison pour que le vecteur augmente ou diminue par la suite, ce qui veut dire qu'il va rester à une vitesse constante. Donc, la vitesse demeure constante parce qu'il n'y a aucune force qui va agir pour augmenter ou diminuer la vitesse. Le mouvement horizontal est associé à un MRU, ce qui veut dire que toutes les formules du MRU vont s'appliquer. Donc, on vient de l'avoir, cette formule-là plus haut. Et la distance horizontale, ça va porter un nom, on va appeler ça la portée. Alors, quand tu vas dans un problème, quelle est la portée? Ce qu'on veut savoir, c'est la distance horizontale qui a été parcourue. Donc, ça, c'est pour les cas de mouvement horizontal. Quand on regarde plutôt les mouvements verticaux, alors là, dans ce cas-là, dans cette situation-là, on a un cas de MRUA plutôt.
Les déplacements sont causés par la gravité, comme ça ici. Au temps zéro, la vitesse initiale, la vitesse initiale va souvent être nulle. Quand je laisse tomber tout simplement un objet, là, donc au temps zéro, ma vitesse verticale est nulle. Donc, une vitesse verticale nulle, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que ma vitesse initiale est égale à 0 mètres par seconde. C'est ça qu'on veut dire par nul, il n'y en a pas. La vitesse va ensuite augmenter. Donc, au départ, il n'y en a pas, mais elle va augmenter peu à cause de la gravité. Donc, l'accélération gravitationnelle, donc, va faire en sorte qu'on va lui donner une vitesse. Plus le temps va avancer et plus ça va aller vite. C'est donc un cas de MRUA. Et la distance verticale, on va appeler ça la hauteur. Donc, c'est des petits résumés là, du vocabulaire qu'on va utiliser, puis de pourquoi on utilise MRU ou plutôt MRUA. J'aime beaucoup le petit dessin qui est en bas. Je vais commencer par regarder celui qui est à gauche. Et si je mets les petits points un peu plus fonds, je vais les mettre en rouge, tiens, pour les faire ressortir, là. Ce que je veux que tu regardes, quand tu regardes ces petits points-là, c'est que le déplacement en Y, si je regarde mon déplacement en oups, c'est ce que je veux ici, mon déplacement en Y, la petite hauteur ici, entre le premier point et le deuxième point, tu regardes le déplacement en Y au deuxième point, le déplacement en Y au troisième point, le déplacement en Y, et tu vas voir que ton déplacement en Y, il grandit tout le temps, et à la fin, ton déplacement en Y, il est très grand. Donc, déplacement selon l'axe vertical, et influencé par la gravité, donc il y a une accélération, c'est pour ça qu'il est de plus en plus grand. Mais regarde ton déplacement maintenant en X. D'une fois à l'autre, il est tout le temps exactement la même chose. C'est ce qui se passe quand on lance un objet. Donc, au départ, quand l'objet il lâche ta main, son déplacement en Y, son déplacement vertical est très petit. Et son déplacement en X est relativement grand l'un par rapport à l'autre. Par contre, plus le temps avance et plus ton déplacement vertical est grand, et tandis que ton déplacement horizontal, lui, est toujours le même. Ce qui fait que rendu à la toute fin, tu vas avoir un projectile qui, là, va arriver au sol, par exemple. Eh bien, c'est ce que j'ai mis dans le dessin juste à côté. J'ai mis de la couleur, donc je t'invite à peut-être mettre la vidéo sur pause pour mettre la couleur aussi. Donc, ça va te permettre d'identifier tes vecteurs que j'ai mis en bleu. Donc, les vecteurs en bleu sont la vitesse selon les X, donc la vitesse qui est horizontale, et on voit qu'elle est tout le temps la même. Tandis que la vitesse en Y, on voit qu'elle est de plus en plus grande jusqu'à arriver à la fin. On pourrait aussi s'ajouter que, bon, ce qui est en vert, c'est la trajectoire de la balle, et cette trajectoire-là, ben, elle vient d'une vitesse, OK? Et à la toute fin, je vais avoir ma vitesse finale. Donc, je pourrais même marquer vecteur vitesse finale. Donc, je pourrais avoir la vitesse au sol, et la vitesse au sol serait composée d'une vitesse horizontale et d'une vitesse verticale, comme on a vu avec nos vecteurs dans le chapitre 1. Autre chose que je pourrais ajouter, si je regarde mon dessin ici, jusqu'à temps que, à partir du moment que l'objet part de ma main jusqu'à temps qu'il arrive au sol, cette distance-là va s'appeler la portée. Tandis que la distance verticale, je pourrais mettre ça en rouge, la distance verticale va s'appeler la hauteur. Donc, c'est le vocabulaire qu'on vient de voir juste en haut. Alors, on s'en va voir l'exemple à la page suivante. Du haut d'un édifice de 30 mètres, on lance horizontalement un projectile à 25 mètres par seconde sur terre et sans air. Donc, projectile à 25 mètres par seconde, l'édifice a 30 mètres. Et là, on va nous poser 3 questions. Premièrement, à quelle distance de l'édifice le projectile va-t-il atterrir? Donc, si je me sers de mon dessin ici, je le lance avec une composante verticale, mais on sait bien que la gravité va agir dessus et qu'il va finir par retomber. Donc, ce qui va m'intéresser, premièrement en A, c'est la distance qui est ici
Donc, dans le fond, c'est ce qu'on avait appelé tantôt la portée. En combien de temps le projectile va-t-il atteindre le sol? Donc, on va avoir le delta T. Et quelle est la vitesse du projectile avant de toucher le sol, excuse-moi. Donc, moi, je veux avoir le V ici, final, mais la composante qui va être en X et en Y. Donc, je veux avoir le vecteur, la valeur du vecteur vitesse et sa composante en XY ou encore ce qu'on fait habituellement en coordonnées polaires. Alors, on va commencer par la question A. À quelle distance de l'édifice le projectile atterrit-il? Alors, pour savoir la distance à laquelle il va atterrir, bien, ce qui nous intéresse, c'est la composante en X. Donc, la composante en X, on a déjà vu qu'elle n'était pas influencée par l'accélération, ce qui fait qu'on va être dans un cas de MRU, ici. Dans le cas de MRU, j'ai besoin d'avoir 2 des 3 variables. Donc, le delta X, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux. La distance, je ne le connais pas. Le temps, ben, on me demande à la question B de trouver le temps. Mais pour l'instant, le temps, je ne le connais pas. Et je vais avoir besoin de la vitesse de mon objet. La vitesse initiale, je l'ai ici. C'est la vitesse en X. Parce que la vitesse en Y, on a dit que pour un projectile, la vitesse en Y serait de 0. Donc, mais ma vitesse en X, elle est différente. Donc, mon projectile est lancé uniquement de façon horizontale. Donc, il y a une composante seulement dans le sens des X. Ma vitesse n'a pas de composante dans le sens des Y. Donc, ma vitesse en X initiale, elle est de 25 mètres par seconde. Et ça s'en va vers la droite. Je vais rajouter un petit plus. Donc, plus 25,00 mètres par seconde. Alors, est-ce que je suis capable de calculer immédiatement tout de suite ma distance? Non, je suis pas capable parce qu'il me manque ici le temps. Donc, je vais devoir commencer par trouver la valeur du temps pour être capable de trouver la distance. Alors, je vais commencer, en fait, par la question B à ce moment-là. Alors, la question B, en combien de temps le projectile va-t-il atteindre le sol? Et là, on va aller voir, est-ce que dans mes conditions de projectile vertical, excuse-moi, est-ce que dans mon MRUA, est-ce que j'ai assez de données pour être capable d'aller trouver le temps? Alors, le delta Y, on le connaît. Le bâtiment, il y a 30 mètres de hauteur. Donc, mon objet va descendre. Je me fais une petite flèche ici, là. Mon objet, il va descendre de 30 mètres, donc moins 30,00. Donc, mon déplacement à la fin sera de moins 30 mètres. Le temps, c'est ce que je cherche, je ne le connais pas. Ma vitesse initiale, on a dit que la vitesse initiale, dans le cas d'un projectile vertical, est toujours de 0. Donc, 0 mètres par seconde. Ma vitesse finale, c'est ce que je vais chercher. Hein. Je vais avoir besoin de ma vitesse finale tantôt pour trouver mon vecteur vitesse. Donc, lui, je ne le connais pas non plus. Et l'accélération, moins 9,80 mètres par seconde carrée. J'ai besoin de connaître 3 variables pour être en mesure de trouver les autres. J'en ai justement 3. Donc, 1, 2 et 3 ici. Ce qui fait que je vais aller voir quelle formule je peux utiliser avec ça. Je connais l'accélération, je ne connais pas le temps, je connais la vitesse initiale, mais je ne connais pas la vitesse finale. Donc, pour la première formule, j'ai 2 inconnus, ça ne va pas m'aider. La deuxième formule, je connais l'accélération, je connais mon déplacement en Y. La vitesse finale, je ne la connais pas, mais je connais ma vitesse initiale. Donc, ça pourrait être utile pour aller trouver ma vitesse finale. Troisième formule, le delta Y, je le connais. Vitesse initiale, je la connais aussi. Le temps, je ne le connais pas. L'accélération, je le connais. Ce qui fait que je pourrais utiliser la troisième formule pour aller déterminer mon temps. Donc, on va commencer avec ça parce qu'on a vu que le temps, c'est ce qu'on a besoin. Donc, je vais me marquer un petit 1 ici pour dire que ça va être ma première étape d'utilisation de cette formule-là. Je remplace par les variables que je connais. Donc, le déplacement est de moins 30,00 mètres.
La vitesse initiale, elle est de 0. Souvent, ce que je vais faire, là, quand ma vitesse initiale est de 0, okay, pour moi, je trouve ça très pratique. Je me viens de faire une petite flèche comme ça, puis je me marque, ça va être égal à 0. De cette façon-là, ça fait en sorte que je fais moins d'erreurs là en disant ben 0 fois quelque chose. Donc, puis c'est quelque chose que je sais que je peux ignorer. Donc, je vais simplement marquer 0 ici, plus, et ensuite une demi l'accélération. Donc, l'accélération qui était de moins 9,80 mètres par seconde carré. Mon une demi, moi j'aime bien le mettre sous forme de fraction comme ça ici. Et mon delta t à la 2 qui est ici. Alors, ce que je veux faire, c'est isoler le delta t. Donc, le plus 0, là, je peux carrément l'ignorer, il ne servira à rien. Je vais pouvoir aller multiplier par 2. Donc, faire 30 multiplié par 2 pour essayer d'isoler mon delta t. Donc, ça va me donner moins 60,00 mètres est égal à moins 9,80 mètres par seconde carré fois delta T2. Ensuite, je vais aller diviser par moins 9,80 de chaque côté. Donc, moins 9,80 et ça va me donner 6, j'ai déjà fait mon calcul, 6,12 secondes carrées est égal à delta T2. À ce moment-là, il me reste seulement à faire la racine carrée de chaque côté pour finalement trouver que delta T sera de 2,47 secondes. Quand on fait la racine carrée, là, ça nous donne tout le temps un plus ou moins. Hein, on a vu ça en mathématiques, mais ici, le temps ne peut pas être négatif. Donc, je peux assumer effectivement que ce sera plus 2,47 et non pas moins 2,47. Donc, j'ai trouvé le temps. Pourquoi c'est si important de trouver le temps? Rappelons-nous. On nous demandait en combien de temps il va toucher au sol. 2,47 secondes. Mais c'était important de trouver le temps parce que j'étais pas capable pour l'instant de trouver la distance. Parce que pour trouver la distance, eh bien, j'avais besoin ici, justement, du temps. Donc, maintenant, j'ai trouvé le temps. Je vais donc pouvoir dire que le temps est égal à 2,47 secondes et je vais pouvoir trouver ma distance. Alors, avec le MRU, la formule, on l'a déjà écrite. Donc, la vitesse est de plus 25 mètres par seconde. Le delta X, c'est ce que je cherche. Et mon temps, 2,47 secondes. Ce qui fait qu'en isolant mon déplacement, je vais trouver un déplacement de plus 61,75 mètres. Donc, je peux me l'ajouter ici si je veux, 61,75 mètres. On a répondu à la question A, on a répondu à la question B, donc plus 61,75 mètres. Il me reste donc la question C. Quelle est la vitesse du projectile avant de toucher le sol? Là, je connais présentement, je connais sa vitesse en X, c'est-à-dire que ici, si je me fais un petit dessin, on a que Vx est égal à plus 25,00 mètres par seconde. Mais il va aussi y avoir une vitesse en Y, comme ceci. Vy est égal à je sais pas quoi, que je vais devoir trouver. Parce qu'avec ça, je vais être en mesure à ce moment-là de trouver mon vecteur final qui va s'en venir ici. Comme ça. Donc, je vais pouvoir calculer l'angle qui est ici pour être en mesure finalement à la fin de donner les coordonnées polaires. Et les coordonnées polaires vont être la mesure du segment que j'ai tracé en vert avec l'angle que je viens de faire en noir ici. Donc, mon objectif va être d'aller calculer, je vais mettre ça en rouge, là, d'aller calculer ma vitesse en Y. Et pour faire ça, ben, on a vu que je pourrais utiliser la deuxième formule avec V2, donc ici. Hein. Donc, je pourrais utiliser cette formule-là. Mais maintenant que j'ai trouvé mon temps, je pourrais aussi utiliser la formule qui est ici. Donc, si je préfère, parce que je la trouve plus facile, parce qu'il n'y a pas d'exposant 2, comme c'est le cas ici, ben rien n'empêche d'aller utiliser la première formule à ce moment-là. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais aller utiliser
cette formule-ci. L'accélération est donc de moins 9,80 mètres par seconde. La vitesse finale en Y, c'est ce que je cherche. V finale en Y. La vitesse initiale, elle était de 0. Et le temps, on l'a trouvé, c'est 2,47 secondes. Alors, on s'en vient isoler la vitesse finale en Y en disant, ben, moins 9,80 fois 2,47. Et ça va me donner moins 24,21 mètres par seconde. Donc, la composante ici, si je viens de la mettre dans mon petit dessin, là, du point d'interrogation, moins 24,21 mètres par seconde. Alors, je suis maintenant en mesure, à ce moment-ci, d'aller calculer, on va se faire ça, tiens, en vert, faire un grand trait, je vais être en mesure d'aller calculer mon vecteur final. Donc, je vais appeler ça VF. Alors, pour trouver VF, je vais, dans le fond, faire Pythagore. Hein? Donc, on va dire que VF est égal à la racine carrée de Vx à la 2 plus Vy à la 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué un 2 ici, je vais marquer un F, excusez-moi. VF. Alors, ma vitesse finale sera la racine carrée de plus 25 à la 2, additionné à moins 24,21 à la 2. Mon moins, je l'ai mis dans une parenthèse, tu as vu, hein, parce que dans le fond, moins 24 fois moins 24, j'arrondis là, quand je le dis vite, vite comme ça, là, mais si je me fais moins 24,21 à la 2, ben, il n'y en aura plus de négatif. Ça va devenir un positif. Donc, je fais l'addition de tout ça, et ça va me donner plus, non, je ne mettrai pas de signe, 34,80 mètres par seconde. Je dis je ne mettrai pas de signe parce que si on regarde la direction de mon vecteur final, ici c'est pas un vecteur en X, c'est pas un vecteur en Y, ma direction va être donnée par mon angle. Donc c'est pour ça que je ne dois pas mettre de signe ici. Mais par contre, je vais devoir aller calculer mon angle. Donc je vais faire la tangente, hein, tangente qui est côté opposé sur côté adjacent. Donc tangente de l'angle, c'est opposé sur adjacent. Donc, le côté opposé mesure moins 24,21. Je vais omettre le signe. Je vais regarder seulement de façon comme si c'était un triangle, là, sans tenir compte de mes signes. Donc, 24,21 sur 25,00. Donc, je rentre ça dans la calculatrice, je fais l'inverse de la tangente et ça va me donner un angle de 44,1 degrés. Comme j'ai dit, 44,1 degrés, c'est l'angle qui est ici à l'intérieur, mais moi, l'angle qui m'intéresse en coordonnées polaires, c'est l'angle qui est à l'extérieur ici que j'ai tracé en noir. Donc, pour avoir l'angle final, je vais devoir dire 360 degrés moins 44,1 et ça va me donner 315,9 degrés, ce qui fait que ma réponse finale pour mon vecteur vitesse est de 34,80 mètres par seconde à 315,9 degrés. Et j'ai terminé mon problème. Donc, tu vois qu'un problème de projectile où est-ce qu'on a une composante horizontale et une composante verticale, eh bien là, dans ce cas-ci, on va utiliser le MRU pour la composante horizontale et les formules du MRUA pour la composante verticale. Et ça va nous mener à la fin à un vecteur final que j'ai tracé ici en vert. Et ce vecteur final-là va avoir une orientation et une grandeur. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui.